Bienvenue à toutes et à tous. C'est la troisième fois, hein, je crois, qu'on propose ce format de webinaire pour restituer des résultats d'études, hein. On a testé ça avec deux autres projets, donc c'est vraiment un nouveau format qu'on met en place pour mieux communiquer à nos membres et nos partenaires sur les projets qu'on mène. Et là, c'est un peu particulier en plus, puisque c'est vraiment les résultats d'une étude préliminaire. Donc, c'est une nouvelle forme d'étude qu'on a mis en place. Et je tiens tout de suite à remercier la Banque des Territoires et Franck Taki que j'ai vu arriver dans la salle virtuelle, puisque c'est vraiment grâce à la Banque des Territoires, là, en 2023, qu'on a initié cette étude préliminaire. C'est vraiment un nouveau format qu'on a proposé, où la Banque des Territoires est venue soutenir, on va dire, en avance de phase deux projets, celui-ci et un autre dont certains ont peut-être entendu parler, qui est l'étude sur la mission bien vieillir, pardon, des bailleurs sociaux. Et ça nous permet en fait d'avoir un soutien, on va dire, un peu en amorçage, hein, pour faire un parallèle avec le monde de la recherche, pour conduire un peu l'état de l'art de la question, creuser certains sujets, revenir vers certains partenaires et en plus pouvoir avoir des résultats à vous proposer et surtout pour mobiliser derrière des partenaires et des financeurs pour la conduite de l'étude complète. Je te laisse passer à la slide suivante, Clémence. Merci beaucoup. Donc là, sur ce contexte, pourquoi on a initié cette démarche? C'est parce que depuis plusieurs années, un certain gestionnaire de résidence autonomie, dont une grande partie sont membres et partenaires du PGI, eh ben, on a discuté avec eux d'un modèle qui était voilà, potentiellement à rénover et avec des problématiques communes qu'on vous a rappelées ici, celle voilà, du taux d'occupation, de la vacance, de la mission de prévention, mais aussi du modèle économique. Et puis, c'est aussi une thématique d'intérêt qu'on a évoquée régulièrement avec notre conseil scientifique, dont la présidente est là aujourd'hui. Merci France Mouret pour votre présence. Donc, on a souvent discuté avec le conseil scientifique et particulièrement avec Madame Mouret de ce modèle des résidences autonomie et de tous les questionnements que ça pouvait engendrer. Et comme je le disais, ce soutien apporté en 2023 à la Banque des Territoires pour lancer cette étude. Je te laisse, voilà, la slide suivante, merci. Et donc, à quoi ça va nous servir, hein, cette étude exploratoire? C'était vraiment, comme va vous le présenter Clémence par la suite, de décrire c'est quoi ce modèle aujourd'hui des résidences autonomie, d'affiner, de problématiser les questionnements. On en a certains, mais vous verrez que d'autres ont émergé. De proposer aussi les outils les plus pertinents pour répondre aux problématiques issues de cette étude préliminaire, d'identifier évidemment tous les acteurs incontournables à interroger, à réunir autour de la table, et donc d'identifier et de solliciter des partenaires, notamment financeurs, pour assurer la poursuite des travaux. Et donc vraiment l'objectif final, c'est que les résidences autonomie puissent trouver ou retrouver leur public et puissent mettre vraiment en œuvre les missions réaffirmées par la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 autour de la mission de prévention de la perte d'autonomie notamment. Et je te laisse poursuivre, Clémence. Merci Juliette, merci à tout le monde d'être présent. Alors pour essayer de répondre à ces questions, je vais vous parler très rapidement de la méthodologie et ensuite des résultats et des premiers éléments d'analyse qu'on peut vous transmettre. Je tenais aussi à remercier, vous voyez qu'on a pu faire des entretiens, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris un peu de leur temps pour réaliser ces entretiens avec nous et aux personnes qui ont fait l'intermédiaire aussi pour nous mettre en contact. Ça n'aurait pas été possible sans vous, évidemment. Donc, pour répondre à l'objectif qu'a décrit Juliette, on a d'abord, enfin en parallèle, je dirais même, réalisé un état documentaire contextualisé. Donc, on a une collègue, Sarah Mazar, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui a réalisé un gros travail avec 6 bases de données, des sources institutionnelles, des articles de revues scientifiques, pour essayer déjà d'avoir un premier point sur qu'est-ce qu'on connaît déjà, qu'est-ce qu'on sait déjà. Et puis, en parallèle de ça, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès notamment des partenaires qui avaient interpellé le PGI sur la question des résidences autonomie. Donc, on avait des membres du PGI ou partenaires habituels, on va dire, avec des gestionnaires de résidences, la CARSAT, bien entendu, merci Madame Moore également, 2 conseils départementaux, l'Union territoriale des retraités CFDT 71 aussi, qui avait eu l'occasion d'aller dans des résidences autonomie. Donc, on a pu interroger toutes ces personnes dans un premier temps. Enfin,
c'est là-dessus d'ailleurs que repose cette présentation. Alors très rapidement, simplement pour remettre un petit peu la carte des 87 résidences autonomie. Alors avec MARPA, résidences autonomie, les MARPA ont été différenciées puisque certaines sont des résidences autonomie, dont d'autres non. Mais voilà, c'était l'idée de voir un petit peu où étaient ces résidences, et notamment par rapport à la densité de personnes de 65 ans et plus. Donc ça, on pourra y revenir aussi de manière beaucoup plus approfondie. C'est une première étape dans ce Elle a qu'on... plus de réponse. Par contre, moi, elle m'en a pas parlé. Hein. Ah oui. Alors par Ah, c'est contre, très excusez-moi intéressant. si les micros peuvent être coupés, ce sera plus facile. Merci. Voilà. Non, mais tu sais, Donc voilà, cette carte nous resservira pour la suite. Je vous en dirai un petit peu plus. Donc, comme l'a présenté Juliette, initialement, on avait 3 thématiques, et les entretiens, notamment, nous ont permis de passer à 4 thématiques d'études, puisque alors on avait effectivement donc la mission de prévention, les problèmes de vacances et le modèle économique, qui étaient déjà un petit peu, comment dire, qui étaient les problématiques amenées par les partenaires au début de la recherche. Et puis, dans les entretiens, quasiment tous les acteurs nous ont parlé des nouveaux profils de résidents au sein des résidences autonomie. On le verra, qui peuvent être soit un atout, soit une difficulté pour les résidences. Et ça nous a paru particulièrement important de l'ajouter, puisqu'il est apparu spontanément vraiment dans les entretiens qu'on avait laissés pour ceux qui ont pu les réaliser avec nous. On avait laissé les entretiens assez ouverts pour que chacun puisse s'exprimer vraiment sur ce dont il avait envie. Et la question des nouveaux profils de résidents est vraiment apparue comme flagrante. Alors, si on reprend, je vais vous faire un petit peu un mix, on va dire, à la fois de ce qui est ressorti des entretiens et de ce qui ressort de la littérature, pour éviter de vous faire quelque chose. On va plutôt aller par thématique que par outil méthodologique. Alors, dans un premier temps, la question du modèle économique, donc, qui est aujourd'hui soumis à un équilibre financier plutôt précaire, c'est ce qui ressort globalement. Alors, avec quand même, d'une part, un plan d'aide à l'investissement, fléché sur 4 types de projets: réhabilitation, aménagement intérieur et extérieur, tiers-lieu en résidence autonomie, prestations intellectuelles. Donc ça, je passe assez rapidement sur cette question-là. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2023, c'était quasiment 2 millions d'euros sur ce PAI. On a essayé de voir un petit peu, juste pour reprendre peut-être, qu'est-ce qui pouvait impacter ce modèle économique, sur quoi il reposait. Donc, on a effectivement ce PAI, on a les loyers, bien sûr, avec une disparité assez importante en région. Par exemple, le tarif moyen pour un F1 est compris entre 352 € et 1 067 €. Donc, voilà la question des loyers et de cette disparité qui peut poser question. Et puis, bien sûr, on a le forfait autonomie pour la mise en place des actions de prévention, donc concours de la CNSA. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2023, c'était 1,5 million d'euros. Donc, voilà un petit peu la question de ce modèle. Alors, je vais passer très rapidement, malheureusement, sur chacune des thématiques qui mériteraient d'être approfondies, mais ce sera toute la question à la fin de la présentation. Donc, cet équilibre financier aujourd'hui, il s'obtient, alors pour certaines résidences, par des concessions sur certaines prestations, sur mutualiser par exemple des salariés, ou en tout cas en avoir moins que ce qu'on le souhaiterait, sur certaines animations, sur le prix des loyers. Et puis on en a d'autres qui parviennent à un équilibre en suivant par exemple différents indicateurs. Et donc ça, ce sont les premières pistes de réflexion concernant le modèle économique. Le suivi d'indicateurs de performance, c'est-à-dire essayer de repérer, est-ce que tout le monde est en mesure de mettre en place ces indicateurs pour repérer par exemple une fuite d'eau qui peut amener des coûts importants très rapidement. Quels sont les indicateurs suivis par les résidences aujourd'hui? La question du profil du responsable de la résidence, est-ce qu'on est plutôt sur un profil initialement axé avec une formation géronto, prévention, animation, management? Est-ce que ce profil joue ou pas? Ça, ce sont vraiment des pistes de réflexion. La possibilité ou non de mutualiser des prestations. Par exemple, quand on est
comment un bailleur social ou un gestionnaire qui a plusieurs résidences et pas que des résidences autonomie d'ailleurs, qui peut mutualiser certains contrats pour le chauffage, pour l'entretien des bâtiments, alors que quand on a une résidence dans un CCAS seul ou dans une association seule qui ne peut pas forcément mutualiser ce type de service, bah, ça peut être plus compliqué. Est-ce que quand c'est une résidence qui dépend d'un CCAS, ça permet de mutualiser, certains personnels pour venir faire des réparations dans la résidence ou pas? Et donc on a ces questions-là qui ressortent vraiment par rapport, au modèle économique. Donc, comme le disait Juliette, et pour chaque thématique, je vais vous présenter les choses de cette manière-là. Dans un premier temps, les premiers très très grands traits de ce qu'on a pu constater, et dans un deuxième temps, ce qu'il faudrait pour pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui, sur ce modèle économique, on a besoin de réaliser une analyse vraiment fine du modèle pour le comprendre et pouvoir éventuellement proposer des choses. Donc pour ça, il faudrait qu'on soit en mesure de recenser l'ensemble des éléments qui impactent l'équilibre financier des résidences autonomie aujourd'hui. J'en ai mentionné certains, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, alors soit qui sont dans le rapport, soit auxquels on n'a pas pensé. Et donc pour ça, on a bien sûr besoin de l'aide des responsables et des gestionnaires pour pouvoir comprendre sur quoi il repose exactement déjà ce modèle économique, comment il fonctionne de manière plus précise. Et dans un deuxième temps, l'idée, c'est donc de réaliser un SWOT. Donc, en fait, le SWOT, c'est identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces de ce modèle-là. Euh, L'idée étant, l'objectif final, de pouvoir proposer, si on en trouve, des outils et des bonnes pratiques à diffuser auprès de l'ensemble des acteurs. Donc là, on est encore une fois sur la question du modèle économique. Heu, on se dit qu'il existe aussi, et ça c'est vrai pour l'ensemble des thématiques qui vont être abordées, il existe aussi très certainement des bonnes pratiques déjà mises en place aujourd'hui par certains acteurs, qui mériteraient peut-être d'être connues et diffusées, à l'ensemble des autres acteurs. Donc, ça peut faire partie aussi de de ce recensement. Donc voilà déjà pour, la question, du modèle économique. Concernant la problématique de la vacance, bah, c'est la question de l'attractivité aussi aujourd'hui, du modèle des résidences autonomie. La vacance qui, bien entendu, on a séparé un petit peu les thématiques, mais elles s'influencent les unes les autres. S'il y a de la vacance, enfin un taux de sous-occupation dans une résidence, bien sûr, le modèle économique va être impacté. Donc ça, il faut évidemment le prendre en compte. Donc aujourd'hui, cette problématique de vacances, elle est constatée au niveau régional, mais aussi national. Donc on a des taux d'occupation moyens nationaux à 87,3%. Donc ça veut dire que si c'est le taux moyen, il y a bien sûr des endroits où il est meilleur et des endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Là, le travail qu'on a réalisé dans cette étude exploratoire, ça a été d'essayer, alors à la fois grâce aux entretiens qu'on a pu mener et à l'état documentaire, de repérer quels étaient les facteurs qui étaient susceptibles d'impacter ce taux d'occupation. Donc vous avez une liste qui est là, c'est ceux qu'on a pu repérer pour l'instant, ce n'est peut-être probablement pas même exhaustif. On a la question, par exemple, du bassin de population, c'est-à-dire est-ce que sur le territoire dans lequel est implantée la résidence, est-ce qu'il y a le public qui peut entrer dans la résidence? C'est sûr que s'il n'y a pas le public à côté, bah, ça risque d'être plus compliqué. Le bâti et son environnement proche, la question de la rénovation, de la réhabilitation des bâtiments, la question des espaces à l'intérieur, c'est-à-dire plusieurs personnes nous ont parlé bah, des studios qui aujourd'hui n'étaient plus le souhait des personnes âgées, n'était plus le souhait des résidents qui préféraient quand même avoir un espace vraiment chambre et un espace réception, enfin pour accueillir la famille et les amis. Donc, en quoi est-ce que tout ça, ça peut jouer sur l'attractivité? La question des volontés politiques. On a certains départements aujourd'hui, alors hors Bourgogne-Franche-Comté, et ce sera intéressant d'aller voir comment ça se passe justement, qui sont particulièrement impliqués dans, alors ça rejoint aussi la notoriété, lisibilité, visibilité, mais sur l'accompagnement des résidences autonomie et même plus particulièrement des MARPA. Mais voilà, ça nous questionne. Le déploiement d'autres concepts et les problématiques de concurrence. Donc ça a été un gros point qui a été soulevé par pas mal d'acteurs et de partenaires. On a de plus en plus de
de résidences seniors, résidences services, habitat intermédiaire, alors qu'ils prennent différents noms, avec différentes formes, avec différents tarifs, différentes animations, etc. Mais en quoi est-ce que ces autres concepts potentiellement concurrents peuvent impacter le taux d'occupation? La question de la notoriété, lisibilité, visibilité. Aujourd'hui, par exemple, les résidences autonomie peuvent être confondues avec les EHPAD. On ne s'y retrouve pas forcément dans tous ces différents types d'habitats. Donc, comment est-ce que ça peut jouer sur les taux d'occupation? L'ouverture des résidences sur l'extérieur, avec l'idée d'avoir, voilà, de pouvoir faire entrer un petit peu l'extérieur dans la résidence, de pouvoir sortir facilement, et puis de rester en lien, quoi qu'il arrive, avec l'extérieur. On avait la question de l'attractivité et de la dynamique, non pas de la résidence, mais du territoire en lui-même. On a des partenaires qui nous ont expliqué, par exemple, que au niveau de la résidence elle-même, certaines résidences étaient neuves, avec voilà, le bâti et l'environnement proche qui étaient très bien, mais qui ne remplissaient pas forcément où il y avait le bassin de vie d'ailleurs, le bassin de population qui était là, mais qui remplissait pas forcément, alors que d'autres résidences qui étaient en milieu plus rural, dont le bâtiment était plutôt vieillissant, etc., remplissaient pour le coup. Donc on se pose la question de l'attractivité et de la dynamique du territoire, dans un sens ou dans l'autre, pour le coup. Alors, la question des coûts, donc des loyers par exemple, et puis enfin, de manière beaucoup plus générale, l'impact du parcours de vie des personnes, qui est vraiment à prendre en compte dans leur parcours résidentiel. Nous, là, c'est le parcours résidentiel qui nous intéresse, mais qu'est-ce qui amène les personnes à entrer en résidence autonomie? Quel choix, quel type, enfin, voilà, toutes les raisons qui les amènent à ça. Donc, pour pouvoir aller plus loin sur cette problématique de la vacance, donc vous voyez qu'on a pas mal de facteurs qui ont déjà été proposés. L'idée, c'est de pouvoir réaliser un état de l'art encore plus approfondi sur ces différents facteurs d'influence potentiels, on va dire, dans le sens où peut-être que certaines études ont déjà démontré comment ces facteurs influencent ou non le taux d'occupation. Et puis, c'est de réaliser des analyses statistiques qui permettent vraiment d'expliquer ces taux d'occupation, on va dire facteur par facteur, de pouvoir dire quels sont les facteurs a priori qui pourraient jouer le plus. Alors peut-être que ce sera tous, hein, d'ailleurs, qu'ils auront tous leur impact. Et puis enfin, l'idée, c'est une fois encore d'identifier des innovations, des bonnes pratiques qui pourraient être partagées, puisque l'idée dans les préconisations qu'on aimerait pouvoir faire à la fin de l'étude, de cette grosse étude à la fin de l'année, ce serait vraiment de pouvoir proposer des choses, des préconisations, des suggestions qui puissent être applicables aussi par les résidences. Et donc, il existe certainement déjà des résidences qui ont testé et approuvé certaines innovations. L'idée, c'est pas de réinventer ce qui existe déjà, c'est d'aller voir comment ça se passe. Sur la question de la prévention, donc on a un rôle de prévention qui est important normalement au niveau des résidences autonomie. On a une offre qui est importante, mais qui aujourd'hui est disparate. Alors ça, cette slide-là est plutôt issue de la revue de l'état de l'art. C'est-à-dire que globalement, la priorité est donnée à l'offre de services et à la personnalisation de l'accompagnement, mais que tout ce qui est, par exemple, tout ce qui relève des activités collectives, c'est moins fréquent comme offre au sein des résidences autonomie. Et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne en Bourgogne-Franche-Comté, ça s'appuie essentiellement sur les acteurs et les programmes locaux, comme par exemple les atouts de l'âge. Le défi par rapport à cette mission de prévention, c'est de pouvoir que les résidences connaissent l'offre déjà, puisque apparemment certaines résidences ne connaissent pas forcément toute l'offre qui est disponible. C'est de pouvoir diversifier cette offre si c'est un besoin qui est exprimé par les résidences. Et puis, c'est de sensibiliser de manière générale à la prévention. Et donc, ça, c'est la question de la slide suivante, c'est la question des freins et des leviers à la participation aux actions de prévention. Par exemple, les thématiques les plus souvent sollicitées, ce sont mémoire, bien-être, esthétique, sortie culturelle.
Ce qui relève des ateliers prévention vraiment plus axés santé, donc on a la mémoire qui est un petit peu entre les deux, mais tout ce qui est prévention santé est beaucoup moins développé, avec des freins qui sont à la fois financiers et humains. Donc il faut pouvoir avoir le financement pour mettre en place ce type d'atelier, par exemple. Et sur le côté humain, ce sont les problèmes de recrutement, de formation pour mettre en place les activités, par exemple. Et puis, une grande hétérogénéité aussi dans la définition de la prévention. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on fait un tour d'écran pour que chacun définisse la prévention, est-ce qu'on donnera tous la même définition? Ça, c'est vraiment une question qui peut se poser. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent en résidence autonomie ont aussi la même définition de la prévention selon les formations dont ils sont issus, hein? Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que les personnes ont plutôt une formation gérontologie, prévention, animation, management, etc. Donc, on ne va pas forcément tous en donner la même définition. Et peut-être qu'il faut qu'on commence par là à se mettre d'accord sur cette définition pour tous tendre vers la même chose. Et puis, on a aussi les difficultés qui sont exprimées par les résidents eux-mêmes, bien évidemment, et qui font qu'ils ne vont pas forcément aller aux activités de prévention ou aux autres activités par ailleurs. Et ces difficultés exprimées, ce sont surtout les problèmes de santé, la fatigue et les difficultés physiques. Donc, pour aller plus loin dans ces questions de prévention en résidence autonomie, l'idée, ce serait de pouvoir dresser un véritable état des lieux en région des actions de prévention. Quelle résidence autonomie a pu mettre quelle action en place, avec le soutien de qui, quels sont les différents acteurs qui proposent ces actions de prévention, enfin pouvoir voir vraiment dans le détail ce qui se passe chez nous. Et puis, ce serait étudier l'impact des profils. Alors, à la fois des résidences autonomie, entre guillemets, est-ce que leur profil peut jouer sur la prévention? Dans le sens, si on a une résidence, c'était un des partenaires qui nous disait ça dans un entretien, si on a une résidence autonomie associative, enfin, qui dépend d'une association et donc qui dépend d'un conseil d'administration, d'un bureau, d'un président ou d'une présidente, est-ce que le profil des membres du bureau, de la présidente peut jouer aussi sur la manière dont le responsable de la résidence va gérer ses actions de prévention, par exemple? Est-ce qu'il aura une latitude, une marge de manœuvre pour proposer des actions de prévention ou pas? Ça, on ne le sait pas, mais l'idée, ce serait de pouvoir voir ce genre de choses. Et puis, une fois encore, identifier les bonnes pratiques en Bourgogne-Franche-Comté pour pouvoir éventuellement en faire profiter l'ensemble des résidences. Sur la dernière thématique, donc ça nous paraissait vraiment important de prendre un temps, même si elle n'était pas prévue au départ, prendre un temps sur ces nouveaux profils de résidents, les atouts et les difficultés. Donc, dans nouveaux profils, c'est très, très large. Il faut vraiment pouvoir détailler. On a à la fois l'ouverture aux jeunes, donc tout ce qui est résidence intergénérationnelle, par exemple. Donc, on en connaît certaines, par exemple, sur Besançon, mais ce ne sont pas les seules, qui, pour le coup, existent depuis quand même un certain nombre d'années maintenant. Cette ouverture, elle est quand même souvent encouragée, mais elle rencontre des obstacles. Nous, on a plusieurs personnes qui nous ont dit, bah, en ville, quand c'est des villes universitaires ou autres, ça peut être intéressant. À la campagne, on peut garder des places pour des jeunes, mais s'il n'y a pas d'étudiants, d'apprentis, et ben, en fait, on n'a pas de jeunes. Donc, ça peut être une bonne idée, mais pas forcément facile à mettre en place pour tout le monde. En termes de nouveaux profils, on a également, par exemple, l'accueil des personnes en situation de handicap ou sortant de soins de suite et de réadaptation. Ça, ce sont des nouveaux profils qui peuvent être des atouts lorsque le projet est véritablement accompagné, lorsque c'est vraiment une volonté de la résidence autonomie, du gestionnaire, du responsable de réaliser cet accueil. Donc, qu'on a des partenaires qui sont présents, qu'on a des formations du personnel et donc ça, c'est pareil, ça peut être vu comme un atout. Là où ça devient une difficulté et même un défi, c'est lorsqu'on a des résidents, par exemple, qui présentent des troubles psychiatriques ou une dépendance de plus en plus accrue. C'est vrai qu'il faudra qu'on puisse étudier aussi l'évolution, enfin c'est déjà fait, mais qu'on puisse s'attarder sur l'évolution des GIR en résidence autonomie. Mais voilà, des personnes dont la dépendance est de plus en plus importante et où on a des équipes qui sont
qui sont pas forcément formés, où on n'a pas forcément déjà de base les ressources humaines et financières pour accueillir ces personnes, mais elles sont là quand même. Donc se pose cette question de comment accueillir ces personnes-là dans les meilleures conditions. Donc pour aller plus loin sur ces nouveaux profils, étant donné que c'était une thématique qu'on n'avait pas du tout prévu d'étudier au départ, hein, ça faisait pas partie de nos 3 thématiques, de départ. Heu, le premier point, ce serait de pouvoir donc à la fois dresser un état des lieux régional de ces nouveaux profils. Combien il y en a alors, en termes de nouveaux profils, on va dire jeunes, en termes de profils, personnes en situation de handicap, personnes avec troubles psychiatriques. Combien est-ce qu'on en a, dans les résidences autonomie en région? Où est-ce qu'ils sont localisés? Est-ce que ce sont des projets accompagnés ou pas? Donc vraiment faire cet état des lieux et puis réaliser un état de l'art, sur cette thématique spécifique parce que peut-être pareil que des recherches ont déjà été réalisées à ce sujet et que, nous on n'a pas encore fouillé de ce côté-là, mais qui pourrait nous en apprendre un petit peu plus. Donc pour terminer sur les perspectives, donc on a aujourd'hui 4 thématiques à travailler, donc à des niveaux, assez différents, hein. Vous l'avez vu, par exemple, sur le modèle économique, ce serait vraiment une étude des menaces, des risques, des opportunités et cetera. Sur, la vacance, ce serait vraiment comprendre, les facteurs d'influence et puis pouvoir préconiser des choses pour peut-être en contrecarrer certains dans la mesure du possible. Sur la prévention, on est plus sur, l'échange de bonnes pratiques, repérer ce qui existe déjà et puis sur ces nouveaux profils de résidents, vraiment déjà approfondir, les connaissances qu'on pourrait en avoir. Donc des nouveaux enjeux qui arrivent là à la fin de cette étude exploratoire. Donc répondre aux questionnements posés par nos membres et partenaires, ça c'était l'objectif initial. Pour le faire, on a besoin d'affiner les diagnostics en région et surtout l'idée c'est de proposer des pistes de réflexion et de préconisation. C'est pas juste, de dire ce qu'on voit aujourd'hui, mais de proposer des choses pour faire évoluer tout ça. Et puis surtout, il faut que ces réflexions et ces préconisations, elles soient, faisables, elles puissent être mises en œuvre. Donc ce qui doit être étudié également en parallèle de tout ça, c'est la faisabilité de ce qu'on va proposer, la faisabilité de l'évolution du modèle, en fait. Parce que c'est très bien de pouvoir, proposer des choses, mais si en fait sur le terrain on ne peut pas les mettre en place, et ben ça n'a pas vraiment de sens. Donc pour ça, vous avez, eu un petit aperçu, de la proposition méthodologique, hein. La méthodologie, elle serait mixte pour parvenir à tout ça, à la fois du quantitatif et du qualitatif, donc poursuivre, l'état de l'art sur les thématiques, notamment sur, la nouvelle thématique des nouveaux profils. Il y a 3 analyses statistiques qui pourraient être conduites, donc Sarah n'est pas là, elle pourrait vous en parler bien mieux que moi, mais une fois encore, l'idée, c'est de voir ce qui impacte, heu, le taux d'occupation et les coûts. Heu, on aurait également des questionnaires, notamment à destination des responsables de résidence autonomie. Vous voyez, dans tout ce qu'on a pu présenter, on a pas mal de questions à poser parce que, bah, dresser les états des lieux, comprendre comment ça fonctionne, on a bien sûr besoin de tout le monde pour ça. Donc des questionnaires auprès des responsables, mais également des entretiens, alors auprès des responsables également pour approfondir un certain nombre de choses, auprès des résidents, des proches aidants, puisque bien sûr, les premiers concernés, ce sont les résidents finalement. Les conseils départementaux, alors en Bourgogne-Franche-Comté pour, justement voir comment ça se passe, notamment sur les missions de prévention, mais voir aussi hors Bourgogne-Franche-Comté comment ça peut se passer ailleurs. Est-ce qu'on a des modèles, c'est pas vraiment le bon mot, mais est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant, des innovations qui sont produites ailleurs et vers quoi on pourrait tendre? Des entretiens avec la CARSAT, le GIE IMPA, les CFPPA et les différents acteurs qui pourraient, être intéressés par ces questions des résidences autonomie. Et puis on aurait également, des ateliers participatifs avec des seniors qui ne résident pas en résidence autonomie. L'idée étant de comprendre aussi, notamment qu'est-ce qui fait qu'une résidence pourrait être attractive ou non? La question de la résidence idéale, ce serait sur ce registre-là d'ateliers participatifs. Alors là, je ne sais pas si vous allez très, très bien voir le schéma, mais globalement, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, avec un déroulement d'études
qui commencerait par la création d'un comité de pilotage et la mobilisation des différents partenaires. Là, comme vous pouvez le voir, après ce que je viens de vous dire, on aurait besoin de tout le monde finalement pour pouvoir réaliser cette étude. À la fois les résidences autonomie elles-mêmes, bien sûr, les responsables, les résidents pour comprendre le fonctionnement, mais également les partenaires voilà, plus institutionnels. Donc, on aurait ces questionnaires, cette revue de littérature qui arriverait dans un premier temps et qui nous permettrait ensuite de réaliser les analyses quantitatives, enfin les analyses statistiques, et qui nous permettrait aussi de savoir exactement, quand on réalise les entretiens et les ateliers participatifs, qu'est-ce qu'on a besoin de chercher, qu'est-ce qu'on a besoin d'approfondir. Donc ça, c'est les questionnaires qui peuvent nous permettre ça. Ensuite, on a un temps, et bien sûr, d'analyse des données, de rédaction, et ensuite un dernier temps de valorisation des résultats. Donc le calendrier prévisionnel pour cette étude, donc là on termine donc l'étude exploratoire, c'est la présentation d'aujourd'hui. L'idée étant de lancer la vraie étude, enfin en tout cas la poursuite de l'étude approfondie le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui c'est la restitution auprès de vous. On a les demandes de financement en cours et puis on va commencer bien sûr la mobilisation des différents partenaires. C'est un petit peu pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui aussi, pour voir qui souhaite poursuivre sur cette thématique avec nous. En juillet, on mettra en place le comité de pilotage et puis débutera la revue de littérature, dont on a déjà pas mal parlé. Et puis voilà, c'est un projet qui va se poursuivre, vous le voyez, sur un an avec les questionnaires et puis dans un deuxième temps, tout ce qui est entretien, atelier participatif et puis rédaction avec, dans l'idéal, un rapport et une valorisation dès l'année prochaine, en fait, dans un an.